Donc merci pour votre sympathique venue. Merci de m'avoir invité, c'est C'est agréable. c'est un plaisir. Donc, écoutez, Gaël, je vous propose tout d'abord que vous vous présentiez un petit peu auprès des personnes qui nous écoutent. Oui, alors je suis auteur pour la jeunesse exclusivement. Ça veut dire que j'écris exclusivement des livres qui sont accessibles à la jeunesse, mais j'écris des livres que les adultes ont le droit de lire, en fait. Et donc ça fait 11 ans que je fais ce métier. J'écris des albums, des romans illustrés pour les plus jeunes et des romans ados, jeunes adultes. Donc, un peu tous les genres. Voilà, enfin, Oui. dans plusieurs genres. Ce que j'allais dire, en fait, vous écrivez vraiment pour tous les âges, en fait, de tous les âges de la jeunesse. Oui, de toute façon, c'est ce qu'on dit toujours, les auteurs jeunesse, je crois qu'on dit que voilà, la littérature jeunesse n'est pas interdite aux adultes, donc si elle est de qualité, ils ont le droit de la lire. C'est juste qu'effectivement, elle est dédiée prioritairement aux jeunes, donc ça, oui, ça peut être à partir de 5 ans et après, oui, sans Mais, limite. mais dès le début, en fait, vous avez écrit pour les différents âges de la jeunesse, ou d'abord vous écriviez par exemple pour les adolescents, ou d'abord pour les plus jeunes, ou... J'ai commencé par des contes, en fait, c'est un peu le centre de ce que j'écris, je reviens toujours aux contes, donc j'ai commencé par des contes, après je suis allé, oui, vers... je ne sais plus dans quel ordre j'ai fait ça en fait. Je m'ennuie vite, donc je change. Pour pas m'ennuyer moi-même, je change de tranche d'âge, je change de genre. Et dans les contes, vous réexplorez des classiques, ou alors vous faites Alors complètement... je le fais de toutes les manières, c'est-à-dire que moi j'aime beaucoup beaucoup les contes, donc je cherche je peux faire aussi bien des réadaptations de contes très connus en respectant vraiment la forme et les motifs folkloriques et traditionnels de ces contes-là, ou bien les atomiser et les revisiter complètement. Je ne sais pas, par exemple, pour qu'ils soient revus sous le prisme des stéréotypes de genre, ou s'amuser à vraiment tout changer. Ou inventer des contes personnels aussi, bien que c'est un peu difficile parce que je crois que tout a été déjà écrit. Parce que, effectivement, sur votre bio, j'avais vu que vous avez pas mal revu des classiques. Alors, du coup, c'était Cendrillon ou Alors, la Belle au bois La Belle au bois dormant, dormant, ouais. Blanche-Neige, La Belle et la Bête, Barbe Bleue, euh, je ne sais plus, je les ai plus tous en Ah, tête. parce que non, parce que pour La Belle au bois dormant, j'étais particulièrement marqué par l'illustration Ouais. qui accompagnait la couverture, qui Alors était vraiment... ouais, c'est pour le recueil Conte d'un autre genre où il y a effectivement ce conte qui s'appelle La Belle éveillée, qui est une belle au bois dormant insomniaque. Donc c'est le sortilège qu'une fée a eu la bonne idée de lui donner plutôt que de lui dire qu'elle s'endormirait pendant 100 ans. Il y a une fée qui lui a donné le don d'avoir des nuits catastrophiques. Donc ça va l'aider à se réveiller toute seule très vite du sortilège. Et c'est un conte qui a été illustré par François Bourgeon, ouais, Ok. qui est très connu des amateurs de bande dessinée. Euh, voilà, depuis 40 ans peut-être, je sais pas. Le plus récent, c'est Grimm, fils du marais, c'est bien Le ça? plus récent, ouais, Grimm, fils du marais. Ah bah, si vous pouvez les Ouais, montrer. je vais le montrer là. Ah, bah, c'est cette caméra-là. Donc ça, c'est Grimm, fils du marais, qui est sorti en septembre. Ah oui, ils sont assez épais en fait. Oui, oui, c'est du 400 000 signes. Je sais pas si ça parle beaucoup aux gens, mais enfin bon, Ok. Et, pour moi, c'est épais. Il y a des gens et celui-là, il se destine alors à un public de quel âge? Alors, il me semble qu'on dit que c'est à partir de 12 ans. Ça peut être du 11 ans, très bon lecteur. C'est de la dystopie SF. En fait, moi, je suis très nul pour les étiquettes. Je n'écris pas en fonction d'une étiquette. C'est vrai que je ne suis pas spécialisé dans un genre et je ne suis pas forcément, même en tant que public, j'aime bien changer. Donc, je ne suis pas un auteur spécifiquement de l'imaginaire et j'ai un peu du mal à étiqueter et à cataloguer mes propres livres. Donc, c'est un peu l'éditeur qui s'en occupe. Mais on va dire, oui, c'est une science-fiction dystopique avec de l'aventure qui est vue au travers du regard du personnage principal. Ah, Donc lui-même ignorant tout du monde dans lequel il se trouve, on est complètement paumé avec lui. Voilà. c'est justement, je suis un peu curieux alors de l'histoire de Grimm. Ouais.
C'est en rapport justement avec les contes de Grimm Alors ou... ça, si je vous le dis, ça Ah, va d'accord. spoiler complètement le roman. Ah, Mais il y a un lien. Il y a un lien. Oui, d'accord. c'est pas un hasard. Reviens vers les contes systématiquement. Mais je vous dirai pas l'importance que ça. Mais effectivement, ouais, c'est un personnage qui va se retrouver dans... il est jeune, hein, il doit avoir 12-14 ans, mais on ne sait pas quel âge il a lui non plus. Il a été élevé dans une forêt qui s'appelle la forêt mouvante, qui est un endroit très particulier, très dangereux, qu'on va découvrir en cours de route. Et il se retrouve dans... C'est une humanité un peu particulière qui est comme des fourmis. En fait, ils sont divisés en castes avec des spécificités physiques et comportementales chacun très particulière. Et chacun a une tâche qui lui est désignée et qui est la seule tâche qu'il a à accomplir. Et donc Grimm va découvrir cette humanité qui vit dispersée sur des îlots dans un marais couvert de lentilles dorées qui servent d'alimentation de base à cette humanité. Et ils doivent aller alerter la reine qui règne sur ce royaume et que personne n'a le droit de voir. Ils doivent l'alerter d'un complot qu'ils ont découvert contre elle. Sauf que c'est peut-être pas une bonne idée de prévenir la reine, mais ça, ils vont le découvrir en cours de route. Ça a l'air d'être une grande aventure. C'est une aventure, ouais. C'est un clin d'œil au magicien d'Oz aussi, en fait. C'est aussi remettre au centre l'amitié. Et juste ça. Et pas, voilà, moi, je voulais qu'il n'y ait pas d'histoire d'amour. Je voulais qu'il n'y ait pas de héros solitaires qui sauvent le monde. Et je voulais que ça soit... des amis, un groupe d'amis et qui sont unis par cette amitié. C'est quelque chose qui est un peu galvaudé actuellement. En fait, l'amitié, on ne la célèbre pas comme on célèbre l'amour et les drames qui vont avec. Donc, je voulais vraiment ça, du quelque chose de très sombre, d'assez inquiétant et dur, mais avec une amitié qui illumine le récit. Et vous pouvez nous montrer aussi les deux autres ouvrages Alors oui, j'ai deux autres ouvrages. Vous les cachez oui. Non, mais parce que alors donc, Et ta vie m'appartiendra, je l'ai apporté puisque c'est le roman qui était sélectionné pour le prix des collégiens aux Imaginales en 2021. Okay. Donc là, là, vous avez été primé Non, j'ai pas été primé. Okay. C'était une sélection. C'était une sélection, ouais. Et donc là, c'est un thriller un peu fantastique, mais c'est presque une adaptation de La peau de chagrin de Balzac, mais c'est plus une suite. En fait, on va découvrir que la peau de chagrin existe vraiment. Donc ce talisman inventé par Balzac qui permet de réaliser tous les vœux de son possesseur, mais en contrepartie, la peau va réduire à chaque vœu exaucé et la vie du propriétaire de la peau va aussi réduire en même temps que la peau. Donc plus on fait de vœux, plus on meurt jeune. Donc je voulais m'emparer de ce mythe-là et le mettre à notre époque, mais pas juste en faisant une adaptation du roman de Balzac. Aujourd'hui, je voulais mélanger tout. Donc la vie de Balzac, qui est assez ésotérique et mystique. Hein. En fait, il y a des aspects, il y a eu des espionnes russes et tout ça dans sa vie, c'est assez fou. Et puis du fantastique. Et puis voilà. Enfin, j'ai fait une chronologie sur 2 siècles pour que les personnages soient reliés à Balzac, en fait. Et la couverture, elle est de nouveau magnifique, en fait. Ouais, j'ai de la chance. Hein, les éditions Nathan, oui. Mon éditrice Alice Asquero a souvent des bonnes idées au niveau des illustrateurs pour illustrer. C'est vrai que la couverture est très très belle et il y a des belles ambiances. Et puis elle tranche vraiment avec... c'est pas une couverture qui suit les tendances, c'est des couvertures qui se démarquent. Donc c'est un risque, mais c'est aussi une chance, je trouve. Ouais, ils ont une identité très forte, oui. chacune. Et puis qui donne vraiment une ambiance de départ. Donc ça, c'est une chance. Ça nous plonge vraiment dans un univers... Ouais, c'est un peu sombre, mais intriguant, en fait. Oui. Alors oui, c'est vrai qu'il y a toujours un côté sombre. Hein. J'ai une lectrice qui est venue me voir sur le stand dédicace tout à l'heure là, et qui me disait mais pourquoi toujours sombre? Et je lui dis c'est comme ça, moi je ne fais pas de feel good. Je pense qu'on pourrait mettre des étiquettes feel bad sur mes livres, ça serait pour être vendeur, hein, parce que moi j'en ai marre du feel good. Mais c'est peut-être pas une fatalité, hein, parce qu'avant vous il y avait Georgia qui est une auteure qui disait qu'elle écrivait toujours des romans sombres. Et là, elle était surprise elle-même que son dernier roman était éclatant de bonheur. C'est peut-être l'effet Covid, on en a marre de peut-être. Ou effet imaginal, peut-être que dans le train, vous allez être plein
Ou alors je désespère pas, je vais peut-être arriver à faire du feel good un jour, quand ça sera passé de mode. C'est ça. Alors, Alors le troisième, oui, qui est beaucoup moins en lien avec les imaginales, hein, pour le coup, parce qu'effectivement, je disais, je suis pas spécifiquement un auteur de l'imaginaire, c'est-à-dire que je navigue un peu. Donc ça, c'est un roman qui est sorti entre les deux, en fait, qui s'appelle Silent Boy, qui est un roman extrêmement réaliste pour le coup et qui fait partie d'une collection qui était lancée avec ce roman et 5 autres. Qui avait la particularité qu'il fallait que ce soit très court pour des faibles lecteurs, des adolescents faibles lecteurs. Des histoires très percutantes, on est immédiatement dedans, et qui touchent le lecteur de très près, avec la spécificité qu'il y a quand le lecteur scanne la première page du livre, il a offert avec la version papier, il a la version numérique et la version audio, et pour la version audio de Silent Boy, c'est moi qui ai réalisé l'enregistrement, donc c'est ma voix qui lit le roman. Je l'ai apporté parce que c'est 3 types de narration qui n'ont rien à voir, justement. Il y a une narration assez classique à la 3e personne, il y a celui-là qui est une première personne extrêmement... on est dans l'introspection et dans quelque chose d'assez brut, avec un langage de grand ado en internat, donc c'est brut. Et celui-ci où il y a vraiment une recherche sur le langage, puisqu'on est dans la tête du personnage principal, de Grimm, et qu'on sait tout par lui, et lui, il est muet. Donc il est muet, il a été élevé dans cette forêt mouvante dont on ne sait pas grand-chose, mais il n'y a pas d'instituteur dans cette forêt mouvante, donc son langage est chaotique, et ses pensées aussi. Donc on va avoir une grammaire qui n'est pas toujours correcte. En fait, moi, mon idée, c'était qu'on ait une voix qui lui soit propre et qui soit très particulière, que ce roman soit raconté par une voix singulière, et que j'arrive à faire autre chose que ce que j'ai déjà fait, puis que ce que j'ai déjà lu aussi, inventer une voix. Donc ça, c'est vraiment à chaque fois un travail d'écriture, de trouver comment se désennuyer, et puis comment inventer quelque chose d'un tout petit peu différent, quoi. par rapport par rapport à Silent Boy, c'était pas trop difficile de lire son propre livre? Est-ce que c'était la première fois que vous le faisiez? Non, déjà, moi, j'ai une formation de comédien, en fait, donc c'est pas quelque chose qui m'effraie trop. Quand c'est son propre texte, c'est plus facile parce qu'on le connaît par cœur. En plus, moi, j'écris beaucoup pour que ça soit une lecture orale qui soit facile. Je trouve que la fluidité orale, quand on peut lire un texte oralement, mais on est nombreux à faire comme ça, hein, mais je trouve que c'est vraiment important. Donc c'est fait quand même pour pouvoir être lu. Et puis j'étais aidé, hein. Il y avait une directrice de plateau, on a fait plein de prises, c'était impressionnant, mais c'était cool comme aventure. Ça a pris combien de temps, par exemple? Je crois qu'on l'a fait sur 2 journées, mais ça fait déjà presque 2 ans, donc, mais il me semble que c'était 2 journées, ouais, pour une 45 minutes de lecture, puisque le principe de la collection est que ça soit une lecture d'1 heure pour un lecteur moyen, donc pas plus, quoi. Donc du coup... oui, on allait un peu plus vite que ce qu'on ferait sur un très gros roman. Donc vous n'avez aucun stress quand je vous demanderai de lire à voix haute? Si, bien sûr. si, toujours. Ah bon? Mais du coup, c'est intéressant. Donc vous avez d'abord une formation pour le théâtre? Oui, en fait, j'ai fait les cours Florent, le studio Pygmalion, qui sont des étapes un peu classiques pour un jeune comédien. Et puis moi, j'ai jamais fait de théâtre, en fait. J'ai fait de l'audiovisuel, donc j'ai fait de la pub, du téléfilm, de la figure, des castings. J'ai fait de la réalisation, de la production. Enfin, j'ai fait plein de choses. J'ai touché un peu à tout, et à la fois, c'est des milieux que je trouve très difficiles et qui me manquent pas du tout. Donc, je suis très chanceux d'avoir échoué dans la littérature sans l'avoir du tout prévu, parce que justement, comment ça arrivait alors, le premier livre? C'était un peu au pied du mur, à me dire ça fait 15 ans que je galère et que ce métier muse, ces métiers de l'audiovisuel, et j'ai plein d'histoires dans la tête que j'aimerais bien raconter, mais faire un film avec, c'est tout de suite une super production à la Harry Potter, donc c'est pas possible. Et qu'est-ce que je fais du coup? Est-ce que je commence un vrai métier, entre guillemets, comme on aime nous dire toujours, ou est-ce que je trouve une autre manière? Et puis c'est là qu'il m'est apparu que beaucoup de mes histoires que j'avais en tête ressemblaient à des contes, et en fait
c'est là qu'il y a eu vraiment le glissement. C'est conte, j'ai pensé livre pour enfants. Et je me suis dit, tiens, ça, oui, il y a bien des gens qui doivent les écrire, ces livres pour enfants. Est-ce que je pourrais pas essayer d'écrire certaines de ces histoires? Et puis j'ai fait comme n'importe qui ferait. J'ai tapé sur Google éditeur pour la jeunesse. Ouais. J'ai été au salon de Montreuil. J'ai été voir tous les éditeurs. J'ai essayé de voir qui prendrait des comptes éventuellement. Et j'ai envoyé mes textes à 40 éditeurs, je crois. Et j'en ai un qui m'a répondu, qui était Talent Haut à l'époque. Et ça a été très vite en fait. Donc, souvent le plus difficile, c'est de trouver le premier éditeur. Oui, moi j'ai eu cette chance que finalement après 15 ans de galère dans l'audiovisuel, là en 3 mois je me suis retrouvé auteur jeunesse. Et que ça s'est pu arrêter parce que j'ai fait une dizaine de textes chez Talent Haut très très vite. D'autres éditeurs m'ont demandé des textes, j'avais d'autres idées, ça s'est pu arrêter. Donc finalement, cette place est bien arrivée et c'est la place qui m'a trouvé plus que moi. J'envisageais pas d'écrire, c'était pas du tout c'était pas mon projet et même encore maintenant, honnêtement, écrire me pèse. En fait, c'est pas quelque chose que j'aime. Donc ah bon? Non, j'aime raconter des histoires, mais l'écriture elle-même est quelque chose que je trouve douloureux et insatisfaisant en permanence, générateur de doutes et d'angoisse. Je comprends difficilement en fait tout ce que mes collègues expriment souvent de joie de l'écriture, de sensations, des choses qui sont tout d'un coup fluides et qui se font toutes seules. Moi, si ça peut vous rassurer, plusieurs auteurs qui étaient assis à votre place aujourd'hui exprimaient le même doute, dont effectivement l'insatisfaction aussi, c'est-à-dire le fait de se dire j'aurais peut-être pu mieux faire, oui, un peu d'angoisse aussi, et oui, une sorte de toujours vouloir ne pas être satisfait d'une certaine manière et de vouloir toujours faire un peu mieux aussi. Alors moi, je dirais même que... on va juste faire, je vous coupe juste un instant, on va juste faire un petit au revoir à Aviva qui était très discrète derrière, mais qui a beaucoup aidé, qui a accueilli tous les auteurs. Et voilà, on la remercie beaucoup. Merci. Elle a très bien accueilli tout le monde, donc merci Aviva. Merci beaucoup. Au revoir. Excusez-moi, je vous ai coupé. Je ne sais plus. Non, j'allais dire que en fait, bizarrement, je suis en général, une fois que le livre est fait, que le texte est achevé, moi j'en suis satisfait. Par contre, j'ai pas ce truc de j'aurais pu mieux faire. Peut-être que que ça pourrait être mieux, mais pas par moi. Moi, je suis arrivé au mieux que je pouvais faire, mais c'est pour arriver jusqu'au moment où je vais me dire ça, c'est toujours difficile en fait. C'est long, c'est toujours de plus en plus long et de plus en plus. Je sais pas, j'aimerais bien éprouver un peu plus de plaisir, mais bon, c'est un métier où je me trouve bien à la fois, donc il y a plein de super côtés qui est très valorisant. Et puis, je pense que comme beaucoup d'auteurs, vous ressentez aussi beaucoup de plaisir à pouvoir retourner en dédicace, des festivals. Oui, et puis rencontrer les classes aussi. J'en fais beaucoup de rencontres de classe. Rencontrer les jeunes lecteurs, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Pour les enfants, quel que soit leur âge ou adolescents, ça doit être aussi un plaisir et parfois impressionnant peut-être aussi de rencontrer un auteur, de comment ils réagissent. Donc c'est quelque chose quand même. Ouais, c'est bizarre parce que comme moi, je n'avais pas réfléchi à ce métier du tout. Du coup, je projetais rien dessus. Et quand j'ai découvert qu'on allait devoir rencontrer des classes, je me disais, oh là là, mais ils en ont rien à foutre, les ados. Un écrivain, ils en ont rien à faire, quoi. Et en fait, si effectivement, ça les impressionne toujours. On dirait qu'on est une espèce de star qui arrive. Je sais pas. Ouais, moi, ça se passe assez naturellement. En fait, des fois, ils sont impressionnés. Mais, je suis pas très impressionnant avec eux. Donc, en général, il y a un bon contact, quoi. Je suis beaucoup plus à l'aise. Je pourrais pas écrire pour les adultes. Ça m'intéresse pas du tout. Les adultes m'intéressent pas, en fait. J'ai pas de. Je trouve que les ados et les enfants sont très reconnaissants quand on les prend au sérieux, parce que ça leur arrive pas souvent, probablement. Alors que les adultes, finalement, c'est pas leur propos d'être pris au sérieux. Ils veulent qu'on valide et qu'on flatte l'image sociale qu'ils ont envie de mettre en avant. Mais être pris au sérieux n'est pas le principal. Et j'aime mieux aller vers ceux qui sont reconnaissants quand on les écoute et qu'on s'adresse à eux avec respect. Vous semblez vraiment avoir une réflexion déjà bien poussée, effectivement, sur là où se situe votre écriture
et ce à quoi elle Oui, répond. bah, En fait. j'ai énormément de collègues qui écrivent pour adultes en ce moment qui me disent j'ai mon premier livre pour les adultes, ça y est, j'y viendrai peut-être, hein, je crache pas du tout mais honnêtement, enfin, je n'en ai aucune envie. Vraiment. Donc, dans quelques années, on vous invitera pour parler de votre livre Feel Good pour les adultes. Ouais. Que vous avez- Je suis quand même assez constant. Je suis quelqu'un de terriblement constant. Je pense que je vais avoir du mal à ce que vous me fassiez changer à ce point-là. Alors, du coup, je vous propose peut-être de lire. Je ne sais pas ce que vous aviez prévu de lire. Du coup. Oh là là, bah, en fait, j'avais pas beaucoup prévu. Je peux lire un extrait du Franchement, dernier allez-y. moi, j'avoue que je suis un peu curieux de Silent Boy. Silent Boy. Bon, bah alors, on va faire justement, Silent vu que c'est Boy. une écriture un peu percutante, je suis un peu. Voilà, j'aimerais bien. Alors là, il va falloir que je sois percutant en plus. Ah, c'est votre métier, D'être percutant, je ne sais pas. c'est votre formation. Alors, qu'est-ce que je peux vous lire comme extrait Vous avez le temps quasiment de lire, je pense, même un chapitre. Ouais. Ou moi, 3 minutes. je pense, comme ça, je pense sans problème. Vous avez... Ouais, je pense que ça, si ça vous inspire. Alors, je cherche ce que je peux. Ouais. Allez, je vous lis ces 2 pages-là. Madame Goudedranche n'arrive pas à débuter son cours d'espagnol. À chaque fois qu'elle dit un truc, toute la classe l'applaudit. Enfin, toute la classe, sauf les 4 filles de devant et les invisibles. Mais on est suffisamment nombreux pour que la prof puisse pas en placer une. C'est Axel qui a eu cette idée. Et il coupe toutes ses phrases en répétant « J'ai pas compris, vous pouvez parler français ?» Je suis pas fier de participer. Goudedranche en bave depuis le début du trimestre. On voit qu'elle est au bord des larmes. Mais pourquoi elle a choisi ce métier? Elle a aucune autorité. Monsieur Leblanc ou Monsieur Maquis, ils ne se laisseraient pas traiter comme ça. Bien sûr, ça se termine en heure de colle collective avec mots aux parents et le cours qui a encore sauté. Je vais devoir taffer tout le week-end pour rattraper notre retard en LV2. Mais c'est un de mes secrets aussi. Je suis plutôt travailleur. Je passe les heures d'études en chambre à réviser pour de vrai. Et quand les autres disent « j'ai rien foutu », je me tais. Mes notes sont jamais assez bonnes pour réveiller les soupçons. Ils trouvent juste que je m'en sors plutôt bien pour un mec pas bosseur. Encore un truc que mon nouveau voisin de chambre pourrait ébruiter. Pendant que la CPE ramasse tous les carnets de liaison, le groupe des 4 intélopes proteste que tout le monde n'a pas participé à la rébellion contre la prof. Hamza les surnomme les intélopes parce qu'en plus d'être des élèves modèles, ils pensent qu'elles doivent aussi être des chaudasses. Clara, la déléguée, Miss Antelope Number 1, suit la CPE dans son bureau pour plaider la cause de ceux qui n'ont pas obéi aux consignes d'Axel. Elle se fait chipper par tout le monde quand elle sort. Le vent froid cisaille les joues quand on traverse le parc pour aller au self. En déboulant dans l'escalier extérieur avec Hamza, Gabi, Axel et Adam, j'aperçois Clara en train de se faire serrer sur le palier par des wesh de première pro. Un des gars se fout de sa gueule pendant qu'on monte vers eux. « Et sérieux, meuf, si t'avais pas de main, tu mettrais des gants ?» Clara a l'air rassurée de voir des mecs de sa classe débarquer. L'autre a même pas besoin de sa réponse pour finir sa vanne. « Non ? Bah alors, pourquoi tu mets des soutifs ?» Son groupe se marre. Mes potes passent en les bousculant un peu sans rien dire, prêts à laisser Clara se démerder avec la bande qui la bloque. Ils ont trop la haine contre elle. Mais moi, je peux pas faire ça. Passer sans réagir ? On n'est pas des animaux. J'arrive comme une balle sur le plus solide des mecs et je lui mets une balayette. Tu la colles encore une fois et je t'explose. T'as compris ? Les wesh me font face pendant que l'autre se relève, mais mes potes sont revenus m'encadrer et avec 3 marches de plus qu'eux, on les domine. Du coup, ils se taillent vite fait. Clara me lance un regard humilié et marmonne un merci que j'ai du mal à entendre. On remonte l'escalier derrière elle. « Elle viendra te remercier dans les chiottes, Pilot !» plaisante Hamza. « Tu feras tourner les nudes ?» ?»« Mais ta gueule !» je lui fais. Voilà. C'est une écriture qui est très actuelle et qui est percutante, justement. L'idée, c'était comme vous avez peut-être pu remarquer, c'est que je voulais un personnage principal qui ne fasse pas partie forcément des garçons qu'on a envie d'avoir en personnages principaux. C'est-à-dire que c'est des garçons qu'on ne voit jamais dans les livres parce qu'il peut déplaire. Et moi, j'aime bien des personnages qui peuvent déplaire, en fait, de premier abord et
qu'on soit raccroché à eux par leur humanité dont on s'aperçoit progressivement en fait. Je trouve que c'est intéressant. Ça parle aussi quand même un peu d'harcèlement scolaire aussi. Oui, un peu, mais pas exclusivement. Moi, c'est le truc qui ressort toujours parce que c'est très médiatique, donc on parle souvent de ça, mais moi, je voulais que ça soit assez exhaustif sur ce que c'est d'être un garçon à l'adolescence. C'est la construction masculine par tous les prismes possibles, concentrée en 60 pages. Très très intense. Vous aimez bien briser aussi les stéréotypes en fait. Donc vous aimez pas justement les héros préconstruits un peu comme on en a vu des centaines de fois. Ouais, mais c'est facile de dire ça parce que quand on dit ça, on est très prétentieux parce qu'en fait tous les personnages existent déjà et on n'invente pas. Mais en tout cas, ouais, je me méfie. Enfin. Je sais pas trop en fait, c'est vrai que il y a beaucoup de personnages qui me manquaient moi dans mon enfance et mon adolescence que je voyais pas et je trouvais que c'était une répétition permanente et j'ai envie de voir des personnages qui me manquaient. Peut-être qu'ils existent ailleurs, hein, je lis peut-être pas tout ce qui existe, mais en tout cas moi et c'est pas forcément des personnages qui me ressemblent, hein. Ce personnage ne me ressemble pas du tout, au contraire, et il ressemble à énormément de garçons que je rencontre dans les classes et bien qu'ils sont extrêmement différents de moi, radicalement différents, et ben en fait ils pleurent en lisant mon livre, donc je me dis on n'est pas si différents que ça. Parce que vous et moi on est à peu près de la même génération, et c'est vrai que quand on était adolescent, il y a toute une littérature qui n'existait pas non plus, parce que souvent il y avait la littérature jeunesse et la littérature adulte ou un peu de fantasy ou de science-fiction, mais il n'y avait pas tout ce qu'on appelle maintenant la young adulte, ça existait. On passait de j'aime lire à Maupassant directement, voire à Victor Hugo. Oui. Et si jamais Maupassant, Victor Hugo, ça te plaisait pas, la littérature, c'était pas pour toi. Point. Et ça, c'était vraiment un truc qui était difficile. Moi, j'ai pas lu. Ado, je ne lisais pas. J'étais pas un lecteur. Et je trouve que c'est une chance vraiment que non seulement que les ados aient accès maintenant à cette littérature, qui n'est pas forcément d'ailleurs qu'une passerelle, parce que moi, je trouve ça très dévalorisant de dire que ça serait une passerelle entre j'aime lire et Maupassant. Non, parce qu'on peut lire de la littérature ado et pas se mettre à Maupassant. Ce n'est pas un critère de valeur dans la vie de lire Maupassant. Et puis c'est aussi important qu'il y ait de plus en plus d'adultes, les passeurs, les profs documentalistes, qui s'emparent de cette littérature sans la mépriser, parce qu'ils voient bien qu'en fait, c'est facile de dire les ados lisent pas, mais enfin, si on leur fait que du patrimoine, de la lecture patrimoniale, c'est peut-être normal que ça ne plaise pas à tout le monde. Même si c'est très important, on n'est pas tous pareils, quoi. Oui, l'écriture doit aussi répondre à une époque dont ça... Je pense que Maupassant n'en a rien à foutre qu'on le lise aujourd'hui. Et il a écrit pour les gens qui étaient vivants en même temps que lui. Et c'est ce qu'on fait nous. C'est dommage d'attendre 2 siècles pour voir si quelqu'un va nous lire. Donc effectivement, on s'adresse à nos contemporains comme eux le faisaient. Et je pense que même ceux qui étaient... Victor Hugo n'était pas un modèle de modestie, mais je pense qu'il écrivait quand même d'abord pour ses contemporains et pour son époque. C'est pour ça d'ailleurs que c'est un peu daté parfois. Il y a des réflexions politiques qui ne nous intéressent plus. Et du coup, oui, c'est important de se rappeler que les auteurs vivants s'adressent aux lecteurs vivants. Et qui ont des messages, justement, qui ont aussi des messages parfois politiques ou idéologiques à passer. Parce que, je ne sais pas dans votre cas, mais il y avait pas mal d'auteurs, justement, qui se sont beaucoup appropriés les questions de l'urgence climatique, notamment. On a au moins 4-5 auteurs dans des interviews. Et c'est vrai que c'est parfois un peu dommage. S'ils sont étudiés dans 200 ans, il sera peut-être un peu trop tard. Ouais. Il n'y aura plus leur livre déjà. Oui, je me méfie un peu des messages quand même, mais quand on s'adresse à la jeunesse, en plus, je trouve qu'il ne faut surtout pas être moralisant. Le premier truc qui me gonflait quand j'étais enfant, c'est quand je voyais que l'adulte, à travers un livre, cherchait à me faire passer une idée malgré moi. Et je le voyais très bien, parce qu'en fait, on n'est pas débile quand on est enfant ou ado. Donc je me disais, ouais, ok, j'ai compris, tu cherches juste à me convaincre. Tu ne veux pas me raconter une histoire. Donc il ne faut pas oublier qu'on raconte une histoire. Évidemment qu'il faut qu'il y ait de la matière pour que le cerveau du lecteur puisse fonctionner avec comme un carburant et se faire ses propres idées. Mais je trouve que c'est très important qu'à un moment, on doit lâcher prise. On ne peut pas contrôler ce que le lecteur va faire avec le livre. Si les idées du lecteur... qui jaillissent de la lecture d'un roman que j'ai écrit ne sont pas celles que j'attendais, ne sont pas conformes à ce que je pense moi, c'est pas grave. C'est pas mon affaire de convaincre les gens.
Par contre, de les aider à se faire leur propre idée, même si elles ne sont pas les mêmes que moi, ben, ça c'est important. D'aider les gens à construire leur libre arbitre et leur propre vision du monde plutôt que du pré-mâché ou justement des livres qui sont parfois qui pêchent un peu par militantisme ou prosélytisme, je trouve. C'est important de garder la bonne distance, d'avoir la fiction d'abord, hein, moi je trouve. Sinon j'écrirais des pamphlets ou des documentaires ou des ouvrages politiques. Alors, je trouve que c'est un très beau mot de la fin en fait. Je trouve que votre réflexion me semble très juste justement sur le libre arbitre et sur accompagner à la réflexion et que chacun se fasse sa propre opinion. Oui, je pense que c'est l'essentiel de la manière dont moi je conçois ce métier en tout cas. Ouais. Alors j'avais une dernière question, toujours pour les personnes qui nous regardent. S'ils veulent venir encore vous voir cet après-midi, c'est peut-être un peu juste, mais demain, est-ce que vous êtes encore présent demain aux Imaginales ? Je vais être là cet après-midi parce qu'en fait, j'ai un hôtel qui est très loin du centre. Ma navette est à 21h, donc je vais rester au chaud jusqu'à 19h. Donc je serai en dédicace jusqu'à 19h. Et après, demain, je suis là, je crois, jusqu'à 16h. En gros, il me semble que mon train est à 16h30. Donc je serai là. Alors je crois que j'ai une table ronde de 10 à 11 et de 11 à 16. Bon, je vais manger un moment, mais je serai là. Et on vous trouve où en dédicace ? Je suis... c'est le grand chapiteau de Clémenceau, je crois, c'est ça ? Q-Parc Clémenceau. C'est plus, ouais. Ouais. Le grand chapiteau, là où il y a... c'est une très grande table. J'ai pas tout vu encore, moi je viens d'arriver, donc... mais voilà, je suis en bout de... Je suis près du chauffage pour ceux qui viendront le matin. C'est très bienvenu, il y a une bonne soufflerie dans les pieds, c'est très agréable. Ok, écoutez, on vous remercie merci beaucoup. Vraiment beaucoup d'être venu nous voir. C'était un plaisir. Merci. Et merci pour la lecture. C'est un plaisir partagé. Merci pour les questions. Merci beaucoup. Merci à tous. Alors, à présent, donc la prochaine vidéo, donc les prochaines vidéos ont été enregistrées en avance. Donc on va avoir une vidéo de Christelle Dabos. Voilà. Au studio.